Le génie marche souvent main dans la main avec le désastre. Et certaines des idées les plus audacieuses de la France se sont retournées contre elle de façon spectaculaire, ruinant des marques, engloutissant des fortunes et embarrassant des entreprises entières. Aujourd'hui, nous comptons à rebours les 10 plus grands flops de l'automobile française du XXe siècle, en terminant par un échec si humiliant que le constructeur a tout fait pour l'effacer de l'histoire. La Talbot Horizon. 1978 à 1987. Dire que cette voiture fut un échec total serait presque injuste. Elle s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde et en 1979, sous le nom Simca Chrysler Horizon, elle a même remporté le titre de voiture européenne de l'année. Alors, pourquoi figure-t-elle dans notre classement ? L'histoire de l'Horizon, c'est celle d'une promesse gâchée. Présentée à l'époque comme la réponse européenne à la Golf, elle avait tout pour réussir. Mais la suite fut un désastre complet. La crise pétrolière, la confusion autour du nom Talbot, après la disparition de Simca, et surtout, une réputation de fiabilité catastrophique. Les concessionnaires perdirent confiance, les ressources fondirent au fil des fusions industrielles, et ce qui devait être une concurrente solide devint le symbole même de la mauvaise gestion d'entreprise. Malgré un départ brillant, le déclin de l'Horizon fut si rapide qu'il enterra définitivement la marque Talbot, devenant une leçon cruelle. Parfois, même une bonne voiture peut être détruite par des circonstances extérieures. La Renault 30, 1975 à 1983. C'était la première Renault à moteur 6 cylindres, conçue pour rivaliser directement avec Mercedes, BMW et Peugeot sur le segment des voitures de prestige. Malheureusement, l'ambition ne suffit pas toujours à garantir le succès. La Renault 30 était lourde, chère et surtout très gourmande. Sans parler de sa réputation tenace de rouille et de pannes répétées. Et pourtant, le plus intéressant, c'est son audace. Renault osa proposer une grande routière à haillons. Une idée totalement inhabituelle pour une voiture haut de gamme. Mais dans les années 70, les acheteurs de luxe voulaient du prestige, pas de la praticité. Malgré quelques ventes correctes en France, les exportations furent un échec total. La Renault 30 disparut rapidement des mémoires, ne laissant qu'une trace mineure dans les ambitions de Renault de jouer dans la cour des grands. La Panhard 24, 1964 à 1967. La voiture était élégante, c'est indéniable. Mais le style ne pouvait pas masquer ses faiblesses fondamentales. Sous cette carrosserie séduisante se cachait une mécanique désespérément dépassée. Trop peu de puissance, pas assez de modernité et une fiabilité douteuse. Les chiffres racontent une histoire tragique. Moins de 4000 exemplaires produits lors de sa dernière année. Les ventes se sont effondrées à tel point que Citroën, après avoir pris le contrôle de la marque, a tout simplement arrêté la production, mettant fin à 130 ans d'histoire de Panhard comme constructeur automobile. Aujourd'hui, la Panhard 24 survit comme une rare curiosité, un symbole d'une tradition française en train de disparaître. Un rappel cruel que même les noms légendaires ne sont pas à l'abri des dures réalités du marché. La Citroën BX, les premiers modèles diesel. 1982 à 1983. La BX allait devenir l'un des plus grands succès de Citroën. Mais les premiers modèles diesel ont failli ruiner sa réputation avant même qu'elle ait eu le temps de s'imposer. La combinaison de la suspension hydropneumatique complexe de Citroën avec des moteurs diesel fragiles a créé un cauchemar de fiabilité. Panne de à répétition, réparation coûteuse, problèmes persistants. Les propriétaires, qui avaient payé cher pour l'innovation, se sont retrouvés avec la frustration, livrés chaque matin au démarrage. Heureusement, Citroën a corrigé le tir dans les versions suivantes, sauvant la BX d'une disparition certaine. Mais cette histoire rappelle combien une mauvaise première impression peut condamner un modèle tout entier. La Talbot Tagora. 1980 à 1983. Cette berline haut de gamme, héritée de Chrysler, devait incarner le prestige et la sophistication
de la marque Talbot. Sous le capot, la Tagora proposait une transmission aux roues arrière et plusieurs moteurs, dont un 4 cylindres 2 litres 2 de 115 chevaux et un V6 PRV 2 litres 7 à carburateur triple corps, faisant d'elle l'une des voitures françaises les plus puissantes de son époque. Mais la réalité fut tout autre. La Tagora souffrit d'un design terne et anonyme, incapable de se distinguer de la foule. Le badge Talbot manquait cruellement de prestige face aux marques établies, et la crise pétrolière réduisait encore la demande pour les grosses berlines. Le vrai problème, pourtant, était psychologique. Dans ce segment, les acheteurs n'achètent pas seulement une voiture, ils achètent du statut, de la confiance et une histoire. La Tagora n'offrait rien de tout cela. Elle représentait un compromis coûteux que personne ne voulait faire. Le résultat ? Même pas 20 000 exemplaires produits avant l'arrêt définitif. La Tagora reste un cas d'école. Dans le luxe automobile, il ne suffit pas d'être correct. Il faut être exceptionnel ou disparaître. La Peugeot 604, 1975 à 1985. Dessiné par le légendaire Pininfarina, le 604 représentait la tentative la plus ambitieuse de Peugeot pour conquérir le segment des grandes routières. Sur le papier, tout semblait parfait. Mais dans l'automobile, le timing fait tout, et celui de Peugeot fut catastrophique. La 604 fut lancée en pleine crise pétrolière des années 70, au moment même où les acheteurs européens fuyaient les gros moteurs comme la peste. À sa consommation excessive s'ajoutaient des performances décevantes face aux rivales allemandes, des problèmes de fiabilité, dont la fameuse corrosion française, et un manque d'innovation technique difficile à justifier à ce niveau de prix. La Citroën Ami 6 et l'Ami 8, 1961 à 1978. Appeler la série Ami un échec peut sembler injuste. Après tout, plus d'1 800 000 exemplaires furent produits. Un succès commercial indéniable. Mais le succès n'immunise pas contre le ridicule. L'Ami 6 devint la risée de son époque, surtout à cause de son pare-brise arrière inversé et de son avant tombant. Un design si étrange qu'il plaça la voiture parmi les modèles les plus laids jamais imaginés. Citroën voulait proposer une alternative plus chic à la 2CV, espérant séduire une clientèle en quête de sophistication. Mais au lieu d'un petit bijou élégant, la marque créa une voiture aussi audacieuse que déroutante. Certains y voyaient une idée géniale et pratique, d'autres y voyaient simplement une horreur roulante. L'Ami 8 tente de normaliser la silhouette, mais en perdant le caractère farfelu de la 6, elle devient fade et oubliable. Une voiture trop sage pour être aimée, et trop étrange pour être vraiment belle. La Renault 14, la Poire, 1976 à 1983. Cette voiture aurait dû être un triomphe pour Renault, la réponse française à la Volkswagen Golf. Sur le papier, tout semblait parfait. La Renault 14 était une berline 5 portes moderne, dotée d'un moteur conçu en partenariat avec Peugeot et lancée au bon moment alors que les automobilistes européens adoptaient massivement le format pratique de la compacte à haillons. Mais voici le coup de théâtre. Renault commit l'une des erreurs marketing les plus désastreuses de l'histoire automobile. La marque lança une campagne de publicité comparant la forme de la voiture à une poire. Oui, vous avez bien entendu, ils ont volontairement associé leur voiture à un fruit. Sans surprise, la poire devint rapidement la poire pourrie, surtout quand la corrosion et les problèmes de finition vinrent confirmer le surnom. Même si près d'1 million d'exemplaires furent produits, la voiture ne répondit jamais aux attentes de Renault et finit reléguée au rang de blague culturelle. Aujourd'hui, une Renault 14 attire davantage la curiosité que la nostalgie, symbole d'un échec à la fois ironique et typiquement français. La Citroën GS Birotor, 1973 à 1975. Le concept semblait génial. Le moteur rotatif représentait l'avenir, plus compact, plus souple, plus fluide et porteur de promesses révolutionnaires. Citroën était convaincu d'avoir trouvé le moteur du futur. Une version luxueuse de la GS, vitrine de l'innovation française. Mais la réalité frappa de plein fouet.
La Birotor fut lancée en 1973, au moment exact où la crise pétrolière éclata. Et cette voiture engloutissait entre 12 et 21 litres au 100 km, à une époque où le carburant devenait rare et ruineux. Et ce n'était que le début des ennuis. Le moteur rotatif se révéla fragile et difficile à entretenir. La plupart des garagistes ne savaient même pas comment le réparer. Le prix, lui, était astronomique, plaçant la Birotor entre voiture de luxe et berline économique, une contradiction fatale en pleine crise énergétique. Le verdict fut sans appel, moins de 900 exemplaires vendus. Mais c'est la suite qui rend cette histoire unique dans toute l'histoire automobile. Citroën, honteux de son échec, lança un programme de rachat inédit. La marque racheta les voitures, même celles dont les propriétaires étaient satisfaits, pour ensuite les détruire systématiquement. Objectif, effacer toute trace de la Birotor et éviter les futurs coups de garantie. La GS Birotor reste aujourd'hui la leçon ultime sur le danger de l'arrogance industrielle. Une voiture brillante sur le plan technique, mais catastrophique sur le plan stratégique. Ces 10 désastres automobiles français prouvent qu'une idée géniale sans compréhension du marché peut coûter très cher. Mais alors, si vous pouviez remonter le temps pour sauver l'un de ces modèles, lequel choisiriez-vous ? Et comment tenteriez-vous de le sauver ? Dites-le nous dans les commentaires, et si cette plongée dans les échecs les plus fascinants de l'automobile française vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où le génie et la folie se croisent sur 4 roues.